Alors, ma vision, c'est d'être heureux. Elle est très très simple. J'ai toujours eu envie de ne pas me mentir à moi-même sur ce qui me rendait heureux, quel était mon équilibre. Et tout ce que j'ai créé va dans ce sens-là. Salut Tanjay. Salut. Tu vas bien? Très bien. Cool. Je suis hyper content de t'accueillir. On te connaît ici chez The Family parce que tu as créé AfroStream, qui était une sorte de Netflix mais pour les contenus afro et afro-américains, entre autres. Tu as travaillé dans le divertissement pendant très longtemps. Aujourd'hui, tu es encore un peu dans le divertissement avec des investissements que tu fais, dans des films, mais aussi dans des startups. Enfin, tu fais plein de choses. Tu as l'air d'avoir plein de petites facettes. On va essayer de creuser un peu ces facettes dans cette interview. Qu'est-ce qui fait que le divertissement, ça t'a attiré autant dans ta vie? Le divertissement m'a attiré très tôt parce que c'était une forme de création qui permettait juste de m'inspirer, d'avoir des modèles de réussite. Je regardais des films, je me rappelle quand j'étais ado, et dans ces films-là, il y avait des gens qui me ressemblaient. Alors comme vous le voyez, je suis noir, j'ai grandi en France dans les années 80, et des rôles modèles, comme on les appelle, il y en avait peu. Et très tôt, je me suis dit que, au-delà de mon père et quelques oncles qui avaient plutôt bien réussi dans leur vie, mon père était médecin, il est à la retraite aujourd'hui, c'est en regardant ces modèles que j'ai pu construire mon identité et avoir une conscience de qui j'étais, une sorte de sens de fierté. Et autour de moi, il y avait plein d'autres jeunes qui étaient pas forcément français d'origine, ils avaient toutes sortes d'origines, mais eux n'avaient pas à la maison de modèle de réussite, et ils ne trouvaient pas non plus de modèle de réussite dans ce qu'ils voyaient à la télé. Et la façon dont ils se construisaient, la confiance qu'ils avaient en eux, était beaucoup moins forte que ce que moi je portais en moi. Et je pense que c'est vers l'âge de 13-14 ans que je me suis dit que j'aimerais leur raconter des histoires, j'aimerais construire des histoires pour ces gens-là, pour les inspirer, aussi pour montrer au reste de la population des modèles de réussite différents pour que justement ils acceptent un peu plus les gens qui me ressemblent, en tout cas qui ressemblaient à mes amis. Et je pense que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le côté divertissement, c'est plus le côté storytelling qui m'a fasciné, et le meilleur moyen de finalement atteindre, tu vois, presque 60 millions de Français à l'époque, c'est la télé, c'est le cinéma, plus même que la musique, parce que la musique, quelquefois, peut être très caricaturale. Mais il y a quelque chose avec la vision, voir quelque chose, on croit ce qu'on voit. Et j'ai une anecdote que je partage souvent, c'est de dire que quand j'étais, je crois que c'était à l'école primaire, j'expliquais à mes amis de classe, mes camarades de classe, que mon père était médecin. Et pour eux, ils disaient, donc si ton père est médecin, ça veut dire que tu es américain. Je dis, non, je suis pas américain, je suis africain, d'origine camerounaise. Mais ils me disaient, non, t'es américain. Parce qu'à l'époque, le seul médecin noir qu'ils voyaient était à la télé, c'était dans le Cosby Show, et c'était une famille noire américaine. Et donc, l'idée même d'avoir un médecin noir et qui n'est pas américain, c'était inconcevable pour eux. Donc ils croyaient que ce qu'ils voyaient et que les références qu'ils avaient. C'est fou. Il y avait ce stand-upper là, je sais plus comment il s'appelle, qui avait fait un sketch pour parler de ses filles justement et qui regardait, alors je suis très peu sourcé, qui regardait, c'est une série où c'est des femmes médecins noirs, okay. Et où la première fois où sa fille est allée chez le médecin, qui était un homme blanc vieux, elle a dit non mais moi je veux pas lui parce qu'il est pas médecin, c'est sûr, tu vois. Et c'est vrai que tu as une représentation hyper forte en fait par ça, même par la fiction. Tout à fait. Et cette histoire de storytelling, comment tu fais pour mettre ça au service de création de rôle modèle? Je prends un exemple. La série 24 heures chrono a montré un président noir, je crois qu'il s'appelait Palmer, quelques années avant qu'on ait Obama. Ça a profondément eu un impact sur la façon dont les Américains ont pu concevoir qu'il pourrait avoir un président noir. Obama a été président pendant 8 ans.
pendant son mandat, il y a eu des naissances. Et ces gens qui sont nés sous Obama, qui ont grandi 8 années sous Obama, pour eux, un président américain est noir. Le fait que Trump soit un président blanc, pour eux, c'est le premier président blanc qu'ils voient. Donc, pour moi, aujourd'hui, ce qui est important, c'est utiliser le storytelling pour changer les mentalités. Quand je lance un produit, c'est très important pour moi de construire un storytelling fort autour de la marque. Quand je source un projet dans lequel je vais investir, que ce soit une start-up ou un projet dans le divertissement, la part de storytelling et d'impact presque sociétal est importante. Et je crois que c'est ce qui fait chez moi la différence parmi les différents investisseurs ou d'autres partenaires ici à The Family. Il y a un truc qui m'intéresse énormément qui est ton approche esthétique des choses. Tu as un sens visuel qui est très fort. C'est un truc qu'on retrouve chez tes frères aussi, qui ont lancé Dear Muesli et la marque elle est canonissime. Ça vient d'où ça? Alors, pour ma part, mon rêve était de devenir réalisateur et producteur de films. Okay. Pas du tout de devenir entrepreneur, parce qu'à l'époque, encore une fois, quand j'ai senti cette vocation, j'avais 13-14 ans, donc c'était en 93 ou 94. La notion d'entrepreneuriat était pas encore très ancrée en moi, mais je voulais être un doer. Et pour ce faire, j'ai bien compris que je ne devais pas dépendre de tout un tas de personnes. Et donc, j'ai voulu développer moi-même mon regard. J'ai commencé très tôt à faire de la photographie en amateur. Juste sur un coup de tête? Genre tu te dis, allez, non, c'est mais parti. En fait, je me suis dit, mais ok, je veux raconter des histoires, mais le média que j'ai utilisé est un média visuel. Ouais. Et donc, je me suis dit, je vais apprendre à faire de la photo. Je vais apprendre à affiner ce regard-là. Et alors, à l'époque, c'était photo, tu vois, pellicule. Tu vas développer tes photos, t'attends, tu vois que le résultat est pourri. Mais ça m'a permis de développer un sens aigu de l'esthétique, développer mon point de vue. Alors aujourd'hui, c'est d'autant plus facile avec les appareils numériques, mais c'était important pour moi tout d'un coup de ne pas le regarder comme ça en panoramique, mais de me dire voilà quel est mon parti pris. Et c'est quelque chose que j'ai affiné au point de commencer à shooter des pochettes d'albums pour des artistes indépendants, à faire quelques photos de mode en tant que photographe, à faire en sorte d'aller à un moment donné dans un lycée qui avait une option cinéma et un labo photo. Donc ça a vraiment orienté mon parcours parce que je voulais vraiment me perfectionner dans ce domaine-là. Et je me suis entouré naturellement de gens très créatifs. Et jusqu'à aujourd'hui, je regarde énormément de choses. Je lis énormément de blogs internationaux. Je continue à aller voir des expositions. Je suis quelqu'un qui est finalement qui adore le design, qui adore la photo, qui comme ça puise des inspirations un peu partout. Et je pense que ça se ressent dans ce que je fais, dans la déco qu'il y a chez moi, dans tout ça. C'est intéressant parce qu'il y a une opposition entre le but que tu essayes de servir à travers le divertissement, cette mission de créer des rôles modèles pour les gens et des histoires qui résonnent, et la technique pure, genre ce côté esthétique, l'apprentissage. AfroStream, ça mêlait les deux? AfroStream, ça mêlait les deux. Alors, AfroStream, c'est une étape de mon parcours. Il y en avait plein d'autres avant qui m'ont amené à ce stade-là. Et l'objectif d'AfroStream était de diffuser ces histoires, des histoires qui existaient déjà, et pour plus tard, produire les nôtres et utiliser cette esthétique que j'avais et aussi soutenir d'autres voix pour qu'elles s'expriment. C'était très intéressant avec AfroStream parce que le challenge était
de lancer cette plateforme d'abord en France, sans stigmatiser la population qui naturellement aurait pu être attirée par ce contenu. Donc, je me traduis moi-même, c'est comment arriver avec du contenu qui montre principalement des acteurs noirs dans un pays qui est principalement blanc, dans un premier temps touchant la minorité noire qui naturellement peut s'intéresser au contenu, sans exclure le reste de la population qui pourrait être intéressée par le contenu. C'était vraiment un challenge assez compliqué, surtout que en France, les gens ont une peur farouche du communautarisme, alors que moi, je voulais pas forcément enfermer les gens dans une communauté, mais je voulais permettre à une communauté d'avoir du contenu qui lui ressemble et permettre à cette communauté-là de le partager avec d'autres. Et aussi permettre à ceux qui ne connaissent rien de ces cultures afro de les découvrir sur une plateforme qui finalement leur servait sur un plateau d'argent. C'est vrai que le mot communauté, c'est devenu un gros mot dans l'espace public quasiment, quoi. C'est devenu un gros mot selon le contexte. Ouais. Une communauté de femmes entrepreneurs, c'est plutôt positif. Ouais. Une Ça dépend communauté pour qui. Il y a des gens qui vont pas être d'accord du tout, tu vois. En tout cas. Enfin, ici, c'est vrai que c'est cool, tu vois, mais. En fait, mon point de vue sur ça, sur les communautés et comment les gens les perçoivent, je me place toujours du point de vue de la personne qui a besoin de cette communauté. Pourquoi elle a besoin de cette communauté ? C'est parce qu'elle a besoin d'un support, de soutien autour d'elle et de pouvoir échanger librement de ses problèmes, de ses challenges, sans être jugé. Et c'est quelquefois difficile de le faire en dehors d'un cercle de confiance. Et cercle de confiance peut se traduire en communauté. Et souvent, les gens qui ne sont pas dans ce cercle de confiance, parce que souvent ils sont dans une position dominante, ne supportent pas que des personnes qui sont dans une, en minorité ou se sentent plutôt discriminées, se réunissent pour discuter de leurs problèmes et se soutenir. Ça, c'est une vraie leçon de si tu veux bâtir une communauté, c'est ça que tu cherches à faire, quoi. C'est ce que tu cherches à faire. Mais quand les personnes qui sont en majorité et en force sont ceux qui définissent ce qui doit être une communauté ou pas, j'ai toujours du mal à l'entendre parce que en fait, vous pouvez pas comprendre. Vous formez une communauté qui est énorme. Voilà. Donc pour revenir sur AfroStream, c'était vraiment un challenge. Et pour répondre totalement à ta question, le fait d'avoir un background en storytelling et pouvoir mettre les choses en images a vraiment servi à faire le lien et arriver subtilement à imposer la marque. Tu vois, à faire des gros partenariats comme on a fait avec Bouygues Télécom pour être dans toutes leurs box. Même chose chez Orange. Ça aurait été difficile si on nous avait perçu comme, un service excluant, tout à fait communautaire. Ça n'aurait pas été possible. Ouais, je comprends. Aujourd'hui, donc AfroStream, c'est terminé ? Ouais, AfroStream s'est terminé il y a 2 ans, en fin 2017. Principalement parce qu'on a raté le coche de notre seconde levée de fonds. Donc, notre première levée de fonds en seed a été de 4 millions de dollars, ce qui est une belle somme pour une start-up en seed, mais qui suffit pas. Ce qui est très peu pour faire un média international. Il faut savoir que c'est un domaine dans lequel il y a peu d'investisseurs privés qui soutiennent cette industrie. Ce sont souvent des gens qui sont déjà dans l'industrie qui investissent. Et le fait qu'on soit sur une niche qui était le contenu afro, avec aussi des velléités de s'étendre sur le continent africain, limitait le nombre d'investisseurs qu'on pouvait avoir, parce que tu as des investisseurs qui tout simplement ne couvrent pas la zone Afrique, des investisseurs qui ne font pas de médias. Alors on a eu la chance d'avoir de très beaux investisseurs, on avait Y Combinator, on avait
les studios américains Warner Bros, Comcast, Orange, M6. Et lorsqu'on a voulu faire une levée de fonds de 10 millions pour nous permettre d'accélérer notre développement, à la dernière minute, l'un des investisseurs qui devait mettre 5 millions nous a plantés. Et on était dans un cycle où ça faisait déjà presque 1 an que j'étais en tournée un peu partout aux États-Unis et en Europe pour lever des fonds. Notre trésorerie était déjà à la limite et je pouvais pas me permettre de mettre la stabilité de la boîte en jeu plus longtemps et même la sécurité financière de mes employés en jeu. Donc c'était plus sain d'essayer de trouver un repreneur. Et quand on a vu qu'il n'y avait pas de repreneur sérieux, on a eu des offres, mais qui n'étaient pas vraiment sérieuses. En tant que dirigeant de la société, c'était ma responsabilité de prendre la décision de fermer, et c'est ce que j'ai fait. Beaucoup de gens pourraient se dire, rétrospectivement, ce qu'on fait tous, évidemment, genre c'est hyper dur, genre c'est un challenge gigantesque. Tu veux aller concurrencer Netflix sur le sujet du divertissement. Si tu t'intéresses un tant soit peu au sujet, tu te rends vite compte que ça coûte très très cher d'acheter des contenus, que en plus c'est des trucs, c'est des contrats qui sont des diffusions de 1 an, c'est hyper compliqué. À quel moment tu t'es dit ouais c'est une bonne idée, on va faire ça? Faut être un peu fou. Je me dis toujours que c'est une bonne idée. Alors l'important c'est pas tellement l'idée, c'est l'exécution, et l'exécution évolue en fonction des années et des contextes. Il faut savoir que quand j'ai initié le projet AfroStream, Netflix existait bien évidemment aux États-Unis, sous sa forme actuelle, c'est-à-dire de streaming, mais n'était pas encore lancé en France. Au moment où j'ai lancé AfroStream, c'était 1 an après que Netflix soit installé en France. Donc j'ai initié l'idée, j'ai construit ma communauté, j'ai levé des fonds, tout ça a mis du temps, mais tout ça pour dire que le jour du lancement d'AfroStream en France, Netflix n'était installé que depuis 1 an, et l'idée même de payer un abonnement mensuel pour regarder du contenu en ligne était toute nouvelle. Je me rappelle, en 2014, les gens associaient le mot streaming à illégal, ou même gratuit. C'est que on commence juste à concevoir l'idée de payer du contenu légal. Et donc il y a une question de timing qui était importante, mais est-ce que je pense que des gens partout dans le monde ont envie de regarder notamment du contenu qui leur ressemble, qui les inspire, qui s'inspire de leur culture? Oui. Et il y a de plus en plus de gens qui auront accès à des plateformes digitales, accès à l'internet, et qui auront l'envie de se divertir avec ce contenu. J'en suis persuadé. Est-ce que la meilleure façon de le faire, c'est de construire sa propre plateforme ou de produire du contenu et diffuser sur les autres plateformes? Ça, c'est quelque chose qui reste à définir. Le fait que ce business n'avait pas vocation à être profitable dans les premières années, est-ce que je le savais? Bien sûr. Ouais, tu savais déjà dans quoi tu t'embarquais. Aucun média, même traditionnel, n'est rentable avant ces 3 premières années. Donc là, faire un média premium qui vise notamment des populations plutôt modestes, aux moyens limités, sur un usage qui est complètement nouveau, donc le streaming payant, bien sûr que c'était risqué. Ah ouais. Mais dit comme ça, ouais, encore plus. Du coup, ce qui était impressionnant, c'est l'exécution. C'est comment on a réussi à exécuter, comment on a réussi à convertir des prospects en abonnés. Ouais, parce qu'en fait, vous avez donc lancé une page Facebook. Oui. Juste une page Facebook. C'est vraiment l'exemple type de ce qu'on dit aux gens de faire sur Coup d'État, quoi. Donc, page Facebook, 60 000 fans. Ouais. Vous vous posez la question de lever des fonds, ça marche pas. Et puis ensuite, ce que vous faites, c'est que du coup, vous demandez aux fans de payer des pré-abonnements à l'année pour valider qu'il y a un intérêt du marché. Et ensuite, vous levez des fonds. Ouais. Toute cette phase-là, t'as pas eu un énorme syndrome de l'imposteur? Non, alors
Cette phase-là, celle que je viens de décrire, a duré 1 an et demi. Donc c'est assez long. Ah ouais. Et heureusement que j'avais travaillé avant et que j'avais mon chômage. Merci la France. Merci les cotisations que j'ai. J'avais grâce à la France, je sais pas, mais j'avais cotisé Merci pour. le système, ouais. On tape beaucoup dessus, mais il y a quand même des bons trucs. Et notamment, je me suis formé pendant tout ça. J'ai fait Coup d'État, la version originale de Coup d'État. La légende veut que je sois la première personne à avoir payé pour un abonnement à Coup d'État à l'époque. Et donc cette phase a duré 1 an et demi, et pendant ces 1 an et demi, je construisais quelque chose de tangible, je construisais une communauté. Je me servais de YouTube et de Facebook pour finalement collecter de la data sur des abonnés potentiels. Quand je mettais la bande-annonce de telle série ou de tel film, combien de likes j'avais, combien de partages j'avais, dans les commentaires, quel type de conversation démarrait. Et donc ça m'aidait finalement à me projeter sur quelle est vraiment ma cible. Donc t'as juste nourri un contenu en fait. J'ai créé en fait la proposition de valeur que je promettais. Comme si ça existait déjà. Ah oui. Finalement, quand les gens qui suivaient cette page sur Facebook tombaient sur un de mes posts, ce qu'ils avaient, c'était du divertissement sous la forme d'une bande-annonce, de contenu qu'ils souvent ne connaissaient pas, découvraient grâce à ce post-là, découvraient des héros, des histoires, et donc le sentiment de divertissement, de découverte, de joie qu'AfroStream promettait, c'est une façon finalement de le délivrer très rapidement sans dépenser beaucoup d'argent. Donc pendant 1 an, c'est ce qu'on a construit. On a construit une marque forte, donc ça nous permettait d'avoir pas mal d'articles dans la presse. Sans rien toujours. Pas sans rien, parce que oui, c'est vrai, sans avoir notre propre plateforme. Sans le produit, ouais. Sans le produit. Mais encore une fois, est-ce que le produit, c'est que notre plateforme au final, ou le produit, c'est ce qu'on donnait déjà à notre communauté? Et quand tu écoutes quelle est ma mission et ce que je livrais à travers Facebook, on est très proche du produit final. Pas dans une version longue, dans une version très courte, mais la promesse est tenue. Donc c'est une question de valeur. C'est une question c'est une question de proposition de valeur. Donc pendant 1 an et demi, on a construit ça. Donc on a eu pas mal d'articles dans la presse, Le Point, Le Monde, tout ça, même de la presse étrangère. Ce qui a attiré des groupes comme TF1. Et donc TF1 m'a contacté pour qu'on fasse un partenariat ensemble. Donc sur l'une de leurs plateformes de VOD qui s'appelle MyTF1, on a créé une rubrique, un corner AfroStream VOD. Donc tout d'un coup, ça m'a donné beaucoup de visibilité de signer ce partenariat avec TF1. Ça a légitimé finalement tout le travail que je faisais comme ça en amont. Je me suis servi de tout ça pour commencer la négociation avec les studios, parce que négocier des contrats pour des films et des séries, ça met à peu près 1 an. Je le savais. Donc tout le temps, je faisais grandir comme ça cette communauté. À côté, je négociais déjà des contrats. Comment tu choisis comment tu construis ta boîte à ce moment-là? Genre tu continues à alimenter sur Facebook en continu et en plus de ça, tu vas aller chercher des contrats chez des studios, etc. Tu délègues, tu fais comment? Pendant longtemps, j'étais seul. Ouais. J'ai eu la chance de rencontrer mon CTO assez tôt dans l'aventure, qui est devenu mon cofondateur, mais ses compétences étaient beaucoup plus techniques que gérer la communauté ou artistique. Donc il a été pendant longtemps en stand-by, travaillant sur un prototype de ce que serait AfroStream. Donc j'étais plutôt solo, mais c'était un très bel apprentissage parce que je gérais le community management. Donc presque en direct, je prenais le pouls finalement de ce que voulait cette communauté.
Et moi, j'essayais de définir ce que j'étais capable de leur apporter, qu'est-ce qui faisait sens par rapport à la mission, par rapport aux valeurs et aussi financièrement. Certains voulaient que je partage des liens de films illégaux sur Facebook et c'était pas dans mon intérêt parce que j'étais en train de construire une marque liée à un service payant. Donc tout ça était très intéressant. Ces feedbacks que je prenais comme ça en direct me servaient à choisir les films dans le catalogue des studios qui pouvaient faire sens pour cette audience. Donc c'était aussi très intéressant que ce soit moi qui fasse les deux. Et je pense que pour ceux qui sont devenus mes partenaires par la suite, donc les studios, les producteurs, c'était important pour eux d'entendre ma passion. Parce que j'avais pas d'argent à leur apporter. Moi, j'avais négocié des contrats avec des studios sans avoir levé d'argent. Et je devais leur montrer à quel point ce projet était sérieux et que de toute façon, j'allais lever de l'argent. J'avais besoin de ces contrats-là justement pour les mettre dans mon business plan et lever des sous en conséquence. J'avais besoin de leur montrer qu'il y avait déjà une communauté qui attendait de voir ces films-là qu'ils ont de toute façon et dont ils faisaient rien du tout. Je crois que si j'avais pas été en contact avec la communauté, j'aurais eu du mal à tenir 1 an et demi et à finalement être à tous ces fronts-là. Pourquoi ? Parce que quand tu n'as pas de revenus liés à ton activité pendant 1 an et demi, que même ceux à qui tu veux acheter du contenu, finalement, te font comprendre que tu n'es pas leur priorité, tu as besoin d'un truc au-delà de ta conviction qui te booste. Et moi, c'était le désir de ces milliers de fans d'AfroStream sur Internet qui me renforçait dans ma conviction. Et cette idée pour moi qui est devenue presque inévitable, le fait que une partie de ces fans-là serait prêt à payer pour voir ce contenu. C'est fou parce que cette phase-là, j'insiste dessus, on passera à autre chose après, cette phase-là de pré-produit, la plupart des gens que je peux voir sur Coup d'État vont me dire c'est quoi le bon chiffre, tu vois. J'ai fait ma landing page, est-ce que c'est à 500 personnes inscrites que c'est intéressant, est-ce que c'est à 1000 et quand est-ce que je peux cocher la case et passer à autre chose. Toi, tu as vraiment abordé le truc comme le sujet de fond. D'abord, tu dois parler à ta communauté et puis en fait, advienne que pourra, je vais juste prendre le plus de feedback possible, voir quel contenu on va faire et il n'y avait pas de pression particulière par rapport au timing ni rien. Non, j'en avais aucune. Si j'avais pu lever 10 millions le lendemain de l'ouverture de ma page Facebook, je les aurais levés. Sauf que c'est pas arrivé. Donc c'est vraiment plutôt par rapport à ça, c'est quelle est ma capacité à faire avancer le projet et finalement plus j'ai d'informations sur le marché et plus j'ai d'informations sur mes clients potentiels, plus je serai dans une position où je pourrais avoir des financements. Que ces financements viennent directement de la communauté, parce que j'ai créé un univers de marque et une proposition de valeur assez forte pour qu'ils payent en avance pour le service, ou parce que j'arrive à convaincre des investisseurs de me soutenir. Justement, sur les investisseurs, il y a cette phase que tu décris dans ton article de fin d'AfroStream qui, moi, m'a fait palpiter très fort. Tu vois, j'étais là genre, ouah, c'est chaud. Il y a ce moment où tu expliques toutes les unités économiques en fait, du business, où tu dis, OK, si on prend la série la moins chère, un épisode, c'est 1 000 €, ça peut aller jusqu'à 50 000 et ça fait des saisons de 10 épisodes, donc il faut acheter tant de contenu, il faut un catalogue de temps et tu te rends compte, en fait, en lisant l'article de l'immensité des chiffres et où tu expliques du coup que le seul moyen de faire ça, c'est de lever des fonds, que tu es en train de courir partout pour lever ces fonds et trouver des investisseurs, qu'au final ça marche pas. Tu le sais pas que ça marche pas pendant que tu es en train de courir partout. C'est quoi ton état d'esprit à ce moment-là ? On se ment en soi-même. Ouais. Je pense que pour lever des fonds, et surtout quand c'est une série A, donc pas tellement du seed,
on a besoin de s'isoler en tant qu'entrepreneur, donc on a besoin de ne plus parler à son équipe et plus suivre les opérations quotidiennes et se mettre dans un mindset où on se dit que quoi qu'il arrive, on va réussir. Puisque échouer, c'est soit complètement réinventer son modèle, et donc c'est se réorganiser et finalement perdre des employés, parce qu'il faut en licencier certains pour avoir comme ça un peu plus de cash et survivre plus longtemps, ou carrément la fin de l'aventure. C'était très frustrant pour moi parce que j'allais principalement aux États-Unis pour essayer de lever. Et j'étais dans une phase où mes investisseurs me disaient « Ok, vous avez une très belle croissance, c'est super impressionnant ce que vous avez fait avec très peu d'argent. Vous êtes en France, un peu en Europe, mais la vraie croissance à long terme, c'est l'Afrique pour vous. Et nous, Américains, on ne connaît rien à l'Afrique. Donc, pourquoi vous n'allez pas demander à votre investisseur principal, Orange, qui est un opérateur télécom qui est très bien installé en Afrique, d'être finalement le lead sur votre série A, votre investisseur qui finalement fera la première term sheet. Et c'est très compliqué parce que donc c'est très frustrant pour moi parce que de l'autre côté, j'avais Orange qui me disait écoute, Tonjay, nous déjà normalement on n'investit pas trop dans les médias, on investit chez toi, c'était un coup de cœur. On est plutôt suiveur en série A, donc c'est un peu compliqué. Et donc j'avais le cul entre deux chaises comme ça, qui était très frustrant, mais encore une fois, tout ce que j'ai fait par le passé, c'est en montrant ma détermination, en étant toujours présent physiquement dans une pièce que j'arrivais à convaincre les gens. Et finalement, c'est ce qui s'est passé, c'est finalement on est arrivé à un accord qui malheureusement au final n'a pas abouti, mais un accord où mes deux investisseurs, Warner Bros et Orange, ont dit ok, sur cette nouvelle stratégie, on met chacun 5 millions. Alors ça a été dur, j'ai dû passer un moment 3 semaines d'affilée à Los Angeles avec des meetings chaque semaine pour convaincre un comité chez Warner Bros de cette nouvelle stratégie. Et c'était faire beaucoup de compromis sur la vision, sur la stratégie go-to-market. Mais l'important pour moi, c'était ok, comment on fait en sorte que l'aventure continue. Et aujourd'hui, le plan que je revends peut évoluer demain. Donc l'important, c'est d'avoir comme ça le cash suffisant pour exister. À quel moment t'arrêtes de te mentir à toi-même ? J'arrête de me mentir à moi-même le jour où la réalité qu'on m'envoie est celle de la fin. Tu vois. Mais à quel moment elle est où la limite entre la détermination et l'obstination, tu vois ? En termes de détermination, moi j'ai envie de dire, à un moment donné, j'ai deux de mes investisseurs qui me disent « Ok, on y va ». Et les deux me disent on va faire voter ça dans nos conseils d'administration. Donc là, t'es en feu. Je suis en feu. Je me dis, on a réussi, tu vois. On a bossé dur, sans relâche. Et je me dis, c'est bon. Première boîte, je vais pas citer qui nous a planté, mais première boîte qui va faire son conseil d'administration revient et c'est positif. La deuxième, je crois que c'était un jeudi, va sur son conseil d'administration en me disant, t'inquiète pas, c'est bon. Le soir, j'ai pas d'appel. Le lendemain, pas d'appel. Et après un micmac, je comprends ce qui s'est passé. Là, je me dis, c'est mort. Je me dis, c'est mort parce que comme eux nous plantent, l'autre ne suit pas. Ils devaient y aller ensemble. Que j'ai déjà fait le tour de tous les investisseurs. Donc, je ne peux pas repartir en roadshow pour retenter de lever. De toute façon, on n'a pas assez de cash en banque pour continuer. Je me dis que y a des contrats que je dois renouveler, des contrats de contenu que je dois renouveler, et j'ai pas assez d'argent pour le faire, que j'ai pas assez de cash pour aller chercher de nouveaux abonnés, et donc faire du marketing. Et là, je me dis, ok, cette aventure entrepreneuriale
que je dirigeais est fini dans cette forme. Ok. C'est immédiat. Maintenant, Et c'est ok avec toi? Genre t'étais là en mode bon, c'est fini quoi? mais c'est une réalité en fait. Tu vois, c'est déjà. Ouais, mais quand t'as tu passes par forcément un ressenti par rapport à ça. Ouais, mais tout n'est pas arrivé du jour au lendemain. Ouais. Donc, quand tu passes 1 an à essayer de lever des fonds, qu'on te propose des deals et des termes qui sont quelquefois très durs, qui sont plus des termes de private equity que des termes qui sont des clauses qui sont en faveur de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneur. Émotionnellement, déjà, tu passes par plusieurs étapes et tu te fais à certaines idées. Tout ça a fait que, avec le deal de 10 millions, je perdais pas mal d'ownership. Donc j'ai dû déjà digérer tout ça. Ok. Quand j'arrive à la phase donc j'ai pas l'investissement de 10 millions et que la prochaine étape c'est soit on ferme, soit on vend, je me dis que j'ai pas envie de fermer parce que je crois en le projet et je crois en la mission. Et si on me trouvait quelqu'un qui serait intéressé d'acquérir la boîte. Et ça se passe très vite. T'as pas le temps. Quand t'as pas de cash en banque ou très peu et que t'as peut-être en banque 1 ou 2 mois de salaire, t'as pas une semaine pour te dire qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Ça n'existe pas ça. Ouais, tu continues à courir. Donc tu continues à courir et c'est ta capacité à prendre des décisions rapidement qui l'emporte. Et donc très rapidement, j'ai fait on continue. Ouais. Vraiment. Est-ce que c'était ma première pensée? Non. Ma première pensée c'était on arrête. C'est quelque chose que je me suis dit à moi-même. C'est quelque chose à laquelle j'ai discuté avec mes équipes. Et le lendemain, en réalisant la puissance de l'asset qu'on avait créé, je me suis dit, ça a de la valeur. Il faut juste trouver le bon partenaire pour continuer cette aventure. Alors comment je me projetais moi dans cette potentielle acquisition, c'était de finalement faire le relais, rester un peu et partir. Mais c'était important pour moi que une partie de l'histoire d'AfroStream continue. Et ce qui est assez drôle, c'est que malheureusement, on n'a pas retrouvé un repreneur sérieux. On a eu plusieurs propositions, mais rien qui faisait sens financièrement par rapport à l'asset créé. Ça ne faisait pas sens financièrement par rapport à un retour potentiel pour les investisseurs ou même combler quelques dettes. Et ça faisait pas du tout sens à titre personnel pour moi parce que les conditions de reprise étaient financièrement pas intéressantes et me bloquaient pendant 2 ans dans des conditions un peu ridicules. Donc au final, Vous avez juste arrêté? après avoir cherché un repreneur et négocié avec l'un d'entre eux pendant, je crois, 4 mois, il était nécessaire de fermer la boîte pour des questions juridiques parce qu'en tant que dirigeant, tu as des responsabilités vis-à-vis de tes employés et donc nous avons engagé des procédures avec le tribunal de commerce, on était suivi par des avocats pour faire les choses correctement. T'as fait quoi après? Direct après? Direct après, j'ai eu une proposition d'une université qui est basée à l'île Maurice, qui est une université un peu d'élite africaine, élite au sens des meilleurs étudiants africains, qui m'a proposé
passer 6 mois là-bas et les aider à créer un programme d'entrepreneuriat. Donc ça c'était top. Parce que ça m'a fait une coupure, ça t'a fait une juste vraie après. coupure, ouais. Je suis devenu aussi immédiatement l'un des directeurs à temps partiel à The Family, où j'accompagne certaines startups dans leurs défis au quotidien. Et j'ai pris du temps pour moi. Temps pour moi pour redéfinir quelles étaient mes priorités, pour me reposer. Parce que pendant 4 ans, j'ai bossé avec très peu de pauses. C'est un temps qui m'a permis de me poser les bonnes questions. Et l'un des enseignements de ces 5-6 mois à l'île Maurice, c'était que la vie sur une île paradisiaque, c'est pas fait pour moi. Ok. Pourquoi? Parce que c'est bien en vacances pour moi, mais au bout d'un moment, je me fais chier. Alors les gens à l'île Maurice, c'était très sympa. J'étais très bien payé. En plus, c'était un job part-time, donc j'avais énormément de temps. Mais ce que j'aimais, c'était rencontrer des gens du monde entier. C'était parler de projets, pas forcément toujours d'entreprise, mais parler de projets, être stimulé à ce niveau-là. Et je ne l'étais pas. Et donc sur ces 6 mois-là, j'ai quand même pas mal voyagé sur le continent africain, mais aussi en Europe, en Amérique latine, pour rencontrer d'autres universitaires, pour des conférences et aussi pour mon travail avec The Family. Et je me souviens qu'à chaque fois que je sortais de l'île Maurice pour aller à Londres ou à Paris, j'étais super excité quand j'étais à Paris, et quand je revenais à l'île Maurice, j'étais super frustré. Et au moins tu sais. Au moins je sais, tu vois, mais c'est bien parce que certains, comme moi, avaient ce rêve, se dire ok, ben, je travaille dur et plus tard j'irai sur ce coin de paradis et je ferai rien. Et en fait, j'ai réalisé non, ça c'est pas moi. C'est cool de le savoir. C'est quoi les grandes différences entre le Tongé d'avant AfroStream et d'après AfroStream? Le Tongé d'avant AfroStream était tout autant ambitieux. J'ai toujours eu une grande ambition, même quand j'étais ado. Déjà à 14 ans, vouloir être producteur de films et réalisateur. Lorsque personne dans ta famille est de ce milieu-là et que tu connais personne d'origine étrangère en France qui le fait, c'est un niveau d'ambition qui est assez élevé. Je lisais beaucoup, quand j'étais ado, des magazines afro-américains sur l'univers de la musique hip-hop. Et ce qui m'intéressait, c'était les pages qui parlaient du business. Pas parce que je veux faire du business dans la musique, mais parce que le côté ownership était important pour moi. Des artistes qui sont pas juste des gens que tu vois devant la caméra, mais des gens qui sont propriétaires de leur label, qui lancent leur marque de vêtements, ça me fascinait. Donc j'ai grandi avec ce mindset-là, ce qui m'a permis avant AfroStream, d'importer le concept du stand-up en France et de produire le premier show de stand-up qui s'appelait Comic Street Show et qui est devenu Jamel Comedy Club, de coproduire des pièces de théâtre et de diriger un théâtre dans Paris, le théâtre Montorgueil, de faire plein de choses comme ça. Donc avant AfroStream, j'avais déjà fait plein de choses que j'avais bootstrappées et qui ont eu toutes un impact national et qui ont permis à une génération de talents de s'exprimer et d'avoir finalement comme ça une plateforme pour exister. Donc le fil rouge est toujours le même? Le fil rouge était toujours le même. Ce qu'a apporté l'aventure AfroStream, et notamment grâce à ma formation coup d'État à l'époque et le temps que j'ai passé aux États-Unis par moi-même dans un premier temps et ensuite grâce à l'incubateur Y Combinator, c'est un mindset encore plus américain, c'est-à-dire encore plus optimiste, parce que je suis de nature assez optimiste, encore plus ambitieuse,
ça a renforcé ma capacité à sortir de ma zone de confort. Aujourd'hui, je suis complètement bilingue. Il faut savoir que quand je suis allé à New York pour la première fois dans le cadre d'AfroStream, j'étais déjà allé en tant que touriste, mais là c'est la première fois dans le cadre du business. C'est la première fois que je devais parler anglais avec des termes de boulot. Convaincre des gens. Et souvent dans mes voyages, je voyage seul. Donc je suis complètement sorti de ma zone de confort. Et ça a renforcé ma confiance en moi, ça a renforcé ma capacité à connecter avec l'autre, ça a renforcé ma capacité à m'imprégner de la culture de l'autre. Ça a été très important. Beaucoup de Français ou d'étrangers ont du mal à le faire quand ils vont aux États-Unis. Et moi, je suis devenu de plus en plus à l'aise avec ça. Et peut-être parce que j'ai grandi avec une double culture. Je suis né en France et j'ai grandi avec la culture bien sûr française, mais aussi camerounaise. Une partie de mon enfance a été faite dans le 13e arrondissement, dans le quartier chinois. Donc une partie de mes camarades avaient des origines asiatiques et j'ai grandi dans cet univers-là. Donc finalement, le fait d'être ouvert sur la culture de l'autre et avoir plusieurs lectures, c'est quelque chose qui finalement est dans mon ADN et s'est transformé comme une force quand j'ai dû aller à l'étranger. Aujourd'hui, après l'expérience AfroStream, avec le succès des débuts et l'échec de la fin, plus le travail que je fais aujourd'hui avec l'investissement dans des startups, l'investissement dans des projets audiovisuels, je suis beaucoup plus serein parce que investir m'a permis de relativiser mon aventure. Ce que je voyais comme des erreurs de débutants ou des erreurs de jugement que je faisais en tant qu'entrepreneur ou que mon équipe faisait collectivement, le fait de les revoir chez d'autres entrepreneurs expérimentés m'a fait réaliser que ce que je vivais était tout à fait normal à l'époque. Si j'avais pu investir avant dans d'autres boîtes, lors de l'aventure AfroStream ou même avant, je pense que j'aurais appris encore plus vite, j'aurais relativisé des choses que j'étais incapable de relativiser avant. Après, c'est aussi toujours plus dur de relativiser sur sa propre expérience que sur celle des autres, quoi qu'il arrive. Ce que j'essaie de dire, c'est que des choses qui nous arrivaient en relation avec nos investisseurs, avec des partenaires commerciaux, qui me semblaient, qui quelquefois me culpabilisaient, parce que j'ai l'impression que dans l'histoire de l'investissement, dans l'histoire du partenariat commercial, c'était jamais arrivé et le fait que ce soit pas exactement comme ce que notre partenaire aimerait que ce soit était une anomalie de notre part. Mais en fait, quand j'investis dans d'autres boîtes et je discute avec elles et je vois leurs rapports, je m'aperçois qu'en fait, ça arrive tout le temps. Ouais. Donc c'est ce qui est important, c'est d'avoir finalement une sorte de benchmark qui permet de te dire, oh ouais, en fait, non, là, ils essaient de me culpabiliser, mais non, ça arrive et c'est pas plus mal que ça arrive. Et donc ça, c'est intéressant. Donc aujourd'hui, cette position d'entrepreneur et aussi angel investor est très intéressante. Elle permet d'avoir du recul et je pense qu'elle fait de moi potentiellement un meilleur entrepreneur pour les projets que j'ai envie de développer pour aujourd'hui et dans le futur. Donc là aujourd'hui, investissement dans du divertissement toujours, oui. Investissement dans les startups. Oui. Tout ça, tu le fais parce que ça se présente à toi ou il y a une vision? Alors, ma vision, c'est d'être heureux. Elle est très très simple. Ça a toujours été ça? Toujours été ça. Okay. J'ai toujours eu envie de ne pas me mentir à moi-même sur ce qui me rendait heureux, quel était mon équilibre. Et tout ce que j'ai créé va dans ce sens-là. Les gens qui m'entourent, ça va aussi dans ce sens-là. Enfin, je fais beaucoup de choses qui
qui sont liés à mon bien-être. Et c'est vraiment très important pour moi. Donc aujourd'hui, j'investis dans les startups principalement, même plus que dans le divertissement, parce que quand j'investis, c'est une opportunité pour moi de devenir plus intelligent. Donc j'investis souvent dans des industries ou des domaines de compétences dans lesquels je ne suis pas un expert. Comme ça, j'ai l'opportunité d'échanger avec l'entrepreneur et d'apprendre, de lire leur reporting et d'apprendre. Durant ma phase de due diligence qui précède mon investissement, ça me force à faire des recherches et de découvrir des choses. Donc, si je regarde ça de façon totalement égoïste, là, au moment où j'investis, et j'investis pas des sommes énormes parce que je suis pas riche, mais au moment où j'investis, j'ai déjà un retour sur mon investissement parce que ça me force à devenir plus intelligent sur ce domaine de compétences, cette industrie. Quand j'investis dans le divertissement, je défends des histoires auxquelles je crois. Alors quelquefois j'ai juste le rôle de producteur. Dans d'autres, je suis quelquefois co-créateur, donc je co-écris l'histoire. J'écris rarement seul, même jamais. Pour la simple raison que la plupart des projets sont en anglais et même si je suis bilingue, je suis pas un littéraire en anglais. Et aussi parce que je fais tellement d'activités que j'ai quand même besoin que quelqu'un prenne le lead sur les projets artistiques. Et donc, le bonheur que me procure mon investissement dans ces projets-là, c'est mon ambition de, encore une fois, partager des histoires fortes, partager des histoires qui peuvent finalement changer le point de vue de certains sur certaines problématiques, sur certaines catégories de personnes, sur certaines populations, certains lieux, et quelquefois même sur eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime et que je préfère, tu vois, tant que mon cerveau fonctionne à peu près, c'est quelque chose que je serais ravi de faire. L'important pour moi, c'est mon épanouissement. Et il vient de plein de choses différentes. Il vient de plein de choses différentes. Il vient de ton entourage, il vient de ta passion, il vient de ton but de vie qui est de diffuser des histoires qui sont bienveillantes pour les gens. Tout à fait. Et tout ça te nourrit en fait. Tout ça me nourrit et moi finalement je suis très à l'aise avec le fait que certaines personnes ne sachent pas exactement ce que je fais. Parce que l'important, c'est pas qu'elles sachent ce que je fais, c'est que moi je sache où je vais. Et je pense que ça se voit, je suis pas forcément sensible au jugement des autres. C'est pas ma boussole. N'est pas ce que les gens pensent de moi. Et beaucoup de gens sont perdus parce que finalement, leur miroir, c'est le jugement des autres. J'essaie de faire pas mal d'introspection et je pense me connaître assez parce que je me pose beaucoup de questions, sans me torturer, mais je me pose naturellement des questions. Je suis assez ouvert avec moi-même. Elle est où la limite ? Entre se torturer, je sais pas, je pense que j'ai confiance en moi. Tu vois, j'ai confiance en ma capacité à faire des choses qui impactent les gens de façon positive. J'accepte mes changements de point de vue et juste l'évolution de mes goûts. Donc comme je suis à l'aise avec moi, c'est jamais une torture de l'introspection. Pour moi, c'est juste une découverte. Je me dis, ah voilà, cette partie de moi a changé. C'est intéressant de l'explorer. C'est intéressant aussi de voir comment je peux optimiser certaines choses chez moi. Ça peut être même mon alimentation, tu vois. Mais c'est des choses tout connes, mais j'ai pas de dogme où je me dis la vie c'est comme ça, ou être un homme c'est être comme ça, ou l'entrepreneuriat c'est comme ça, ou mes relations avec mes frères c'est comme ça. Non, je suis vraiment très agile
dans mes relations avec moi-même, dans mes relations avec les autres. Et pour revenir sur le fait que je suis à l'aise avec le fait que les gens ne sachent pas exactement ce que je fais, c'est les personnes concernées qui peuvent avoir un impact sur ce que je veux faire, elles savent ce que je fais. Le reste, si jamais ces personnes, à un moment donné, deviennent primordiales pour le même projet, elles le sauront au moment opportun. Tu as besoin que tout le monde Mais sache. j'ai pas besoin d'une étiquette. Et je remarque que peu de gens arrivent à se construire comme ça. Elles ont besoin d'avoir une étiquette forte pour pouvoir se positionner et avoir une place dans la société. Là où finalement mon bien-être et le fait que j'arrive à me centrer avec moi-même ne dépend pas de ça. Tu sais, à la fin de la journée, on meurt seul. À la fin de la journée, même si tu as fait des choses exceptionnelles, dans 2 siècles, personne ne se souviendra de ton prénom, et ton nom, et de ce que tu as fait. Quand tu pars, la vie continue. Donc quand tu prends tout ça en compte, tu dis, la vie est trop courte, et je ne dis pas comme tu sais, ces grandes phrases qu'on dit, mais la vie est vraiment trop courte. Il faut essayer de construire des choses qui ont un impact, si tu as envie d'avoir un impact, mais sans te trahir et sans être défini par finalement les insécurités des autres. Pourquoi l'insécurité de quelqu'un d'autre qui finalement lui ou elle a absolument besoin d'un titre, une position claire, doit me définir moi, et que cette personne va projeter son insécurité sur moi? Ça n'avait pas de sens. C'est vrai. Mais c'est si dur. Pour beaucoup de gens, quoi. Ah non, je comprends. Moi, le premier, tu vois. Je comprends tout à fait. Je pense qu'on est quelque part programmé par notre éducation, par les modèles que l'on a vus autour de nous quand on a grandi. Donc ça peut être les profs, ça peut être le cercle familial, le cercle amical. Mais je pense qu'on a tous une opportunité de se reprogrammer. À partir du moment où on fait ce choix conscient de lire, alors, pas forcément des livres, ça peut être des blogs, ça peut être écouter des podcasts, ça peut être aller chercher des mentors, ne pas hésiter à demander de l'aide, aller boire des cafés avec des gens comme ça qui ont des profils atypiques, et c'est juste essayer d'avoir assez d'empathie pour comprendre leur mindset. Pourquoi ces gens-là sont si différents? C'est pas une surprise que quand tu regardes mon cercle étendu d'amis, tu as des gens avec des profils vraiment très très différents. Et je me rappelle, même quand j'étais au lycée, quelquefois mes amis me disaient « Mais pourquoi tu traînes avec cette personne-là » Je dis « Mais pourquoi pas ?» Cette personne-là, ok, elle est différente de nous, mais ça m'intéresse et c'est cool, tu vois. T'as peu de gens qui s'autorisent comme ça à se reprogrammer et avoir de l'empathie avec des gens qui pensent complètement différemment qu'eux. Alors, est-ce que je vais jusqu'au point d'aller traîner avec des extrémistes racistes et tout? Non, ça m'intéresse pas. Un danger, oui, c'est voilà. ça. Mais ouais, il y a une limite, il y a un juste milieu à trouver entre les deux, ouais. Donc être entrepreneur, c'est apprendre à se reprogrammer constamment pour être aligné avec soi? Je pense pas que ce soit la définition d'un entrepreneur. Je pense que c'est la définition de quelqu'un qui essaie d'être heureux par rapport à ses propres paramètres et ses propres valeurs. Ensuite, être entrepreneur, c'est être capable de mettre en place des actions qui vont permettre à cette personne-là de se rapprocher de son but ou d'essayer d'optimiser ses actions pour être le plus heureux possible, si le but c'est d'être heureux. C'est pour ça qu'être entreprenant, que ce soit dans une relation amoureuse ou dans le travail, c'est faire des efforts, c'est prendre de l'initiative, c'est d'agir en fait.
Donc être entrepreneur, pour moi, c'est comme ça. T'es entrepreneur quand tu prends de l'initiative et qu'il y a vraiment un objectif à la fin. Et c'est la différence entre être un entrepreneur et finalement quelqu'un qui suit. Tu as beaucoup de gens qui vont te dire, voilà, moi je suis intrapreneur. Alors oui, tu prends de l'initiative, mais dans un cadre très protégé. Et quand tu es entrepreneur, tu l'as bien dit tout à l'heure quand tu as évoqué mon parcours, quand tu es entrepreneur, il n'y a pas de filet. Ou le filet est très léger. Souvent, je discute de l'entrepreneuriat en France et je rappelle à beaucoup que dans un premier temps, l'entrepreneuriat des startups françaises, en tout cas entre les périodes que j'ai connues moi, entre 2012-2013 jusqu'à, on va dire, très récemment, 2018-2019, c'est un game pour des gosses de riches. Et il faut le dire aux gens. Aujourd'hui, vous voyez des gens qui sont jeunes, ont entre 22 et 25 ans, lancent des boîtes et sont capables de ne pas se payer parce que ils payent pas forcément leur loyer. Parce qu'ils ont souvent, pas tous, mais souvent, un soutien financier de leur famille. Ils ont souvent eu la possibilité de faire des grandes écoles de commerce qui leur ouvrent beaucoup de portes. Quand ils veulent lever des fonds, il s'avère que les business angels qui les soutiennent ou même quelquefois les partenaires des fonds d'investissement qui soutiennent ont fait les mêmes écoles ou sont impressionnés par les écoles qu'ils ont faites. Et donc, quand on ne vient pas de ces milieux-là, c'est beaucoup plus difficile et la réalité de l'entrepreneuriat est tout autre. Et peu de gens en parlent de ça parce que, c'est tabou. Encore une fois, ceux qui ont ces avantages, ces privilèges, ne se rendent pas compte. Et quand on les pointe du doigt, pas pour leur retirer, mais pour au moins qu'ils reconnaissent qu'ils ont ces privilèges et qu'il faut aussi ouvrir la porte à d'autres, ils s'offusquent. Ouais. Ils s'offusquent, ils se braquent. C'est non, qu'est-ce que tu racontes? J'ai galéré comme les autres. Bien sûr que tu as galéré. On ne dit pas que tu n'as pas galéré. On dit que les autres galèrent plus parce qu'ils n'ont pas les privilèges que tu as. Et comment on construit un système qui permet aux gens tout aussi talentueux que toi qui as des privilèges, d'accéder aux mêmes opportunités. Et ça, c'est quelque chose de très tabou en France. Et je voulais en parler pour que les entrepreneurs qui nous regardent ou ceux qui pensent à leur projet soient conscients de cette réalité et finalement arrivent avec un plan pour contrecarrer cette réalité. Parce que je ne vois pas ça comme un obstacle qui empêche la création d'entreprise et qui empêche d'avoir du succès ou de lever des fonds. Mais c'est important de regarder le contexte et la réalité en face. Bah écoute, j'aime à croire que cette conversation qu'on vient d'avoir participe à construire ça. J'espère. Alors merci beaucoup. J'espère. Merci beaucoup. Plaisir.